L'hypertension artérielle est un facteur de risque très fréquent puisqu'il touche environ 15% de la population en France. L'hypertrophie ventriculaire gauche est inconstante dans l'hypertension artérielle. Elle ne concerne qu'environ 30% des patients, mais c'est un facteur aggravant sur le plan du pronostic. L'hypertrophie ventriculaire gauche est un facteur de risque à part entière. Dans ce chapitre, nous envisagerons quelques rappels anatomiques et physiopathologiques, la place de l'échocardiographie dans le dépistage de l'hypertrophie ventriculaire gauche, les différents types d'hypertrophie ventriculaire gauche, la signification pronostique de l'hypertrophie ventriculaire gauche, la fonction ventriculaire gauche de la cardiopathie hypertensive et la régression de l'hypertrophie ventriculaire gauche sous traitement antihypertenseur. Sur le plan anatomie macroscopique, l'HVG se définit comme un ventricule dont la masse atteint ou dépasse 225 grammes. Cette hypertrophie compensatrice est habituellement concentrique et se fait aux dépens de la cavité ventriculaire gauche qui tend à diminuer. Le rapport masse sur volume est augmenté. Lorsque les mécanismes compensateurs sont dépassés, le volume ventriculaire augmente parallèlement à l'altération de la fonction systolique. Le rapport masse sur volume est normalisé. Sur le plan histologique, le nombre de myocytes étant déterminé à la naissance, l'hypertrophie ventriculaire gauche se définit comme une augmentation de la taille des myocytes, avec addition de nouveaux sarcomères en parallèle. Cette hypertrophie s'accompagne d'une hyperplasie de la matrice extracellulaire, et donc de la fibrose collagène, enfin d'une prolifération capillaire. Ce développement du réseau capillaire, nécessaire pour amener aux myocytes les éléments nutritifs, n'est cependant pas suffisant, si bien que la densité capillaire diminue de 20 à 30%. Sur le plan physiopathologique, l'hypertrophie ventriculaire gauche correspond à un mécanisme compensateur. Selon la loi de Laplace, toute augmentation de la pression artérielle entraîne une augmentation de la contrainte systolique. Le cœur y répond par une hypertrophie pariétale qui aura pour effet de normaliser la contrainte. Cette hypertrophie compensatrice est donc avant tout bénéfique et vise à maintenir une fonction systolique normale. Cependant, on sait que, à contrario, elle tend à augmenter la consommation d'oxygène du myocarde, elle favorise l'ischémie myocardique et s'accompagne d'anomalies précoces de la relaxation et du remplissage, facteurs de morbimortalité. Mais ce schéma physiopathologique n'est pas toujours aussi simple. En fonction du niveau de la contrainte systolique, on décrit en fait 3 types d'hypertrophie ventriculaire gauche. L'hypertrophie ventriculaire gauche appropriée, avec contrainte normale. L'hypertrophie ventriculaire gauche inappropriée, à contrainte systolique basse. L'hypertrophie ventriculaire gauche inadéquate, à contrainte systolique élevée, où l'hypertrophie résulte essentiellement d'une dilatation ventriculaire gauche sans épaississement pariétal. En pratique, si l'hypertrophie ventriculaire gauche de l'hypertension artérielle est classiquement de type concentrique, elle peut aussi être excentrique avec dilatation ventriculaire. Cette dernière forme serait plus fréquemment observée dans les hypertensions artérielles volodépendantes. L'hypertrophie ventriculaire gauche est en effet multifactorielle. Outre l'hypertension artérielle qui nous intéresse, il faut citer comme facteurs déclenchants ou modulants le sexe, l'âge et le poids, les facteurs génétiques et raciaux, la compliance artérielle, la volémie, la viscosité sanguine, les facteurs neurohormonaux, les facteurs hygiéno-diététiques. Il faut en outre prendre conscience que dans la cardiopathie hypertensive, à côté du facteur hypertrophie lié à l'hypertension artérielle, il y a un facteur vasculaire et donc coronarien important. Ces 2 facteurs sont souvent associés et interagissent presque toujours. Sur le plan clinique, la cardiopathie hypertensive est d'autant plus trompeuse qu'elle est longtemps asymptomatique. La présence de symptômes, dyspnée, angor,
trouble du rythme, correspond souvent à une phase tardive. De nos jours, différentes méthodes permettent d'explorer de façon non invasive l'hypertrophie ventriculaire gauche. On sait que l'électrocardiogramme est moins sensible que l'échocardiographie et que lorsque les signes ECG sont présents, comme ici, cela correspond toujours à une HVG évoluée. De par sa diffusion, l'échocardiographie est l'examen de choix de dépistage de l'hypertrophie ventriculaire gauche. L'IRM est un examen très performant et reproductible d'évaluation de la masse et de la géométrie ventriculaire gauche. L'étude de Framingham, portant sur 4 970 sujets étudiés par électrocardiogramme et échocardiographie, a montré qu'une hypertrophie ventriculaire gauche échocardiographique est présente chez 755 individus, soit 15%. La sensibilité de l'électrocardiogramme dans cette cohorte n'est que de 6,9% pour une spécificité de 99%. Les travaux de Savage et de Cohen confirment la meilleure sensibilité de l'échocardiographie par rapport à l'électrocardiogramme dans le dépistage de l'hypertrophie ventriculaire gauche. Les principales limites de l'étude échocardiographique sont l'obésité, le tabagisme, l'infarctus du myocarde, les troubles de conduction. L'évaluation échocardiographique suit les recommandations internationales de l'ASE. L'exploration doit se faire en incidence parasternale, coupe grand et petit axe. Les mesures sont classiquement réalisées à partir du TM, guidé par le bidimensionnel, à l'extrémité des feuillets mitraux. Ceci est bien sûr valable si la qualité de la fenêtre échocardiographique est bonne et si la ligne TM est perpendiculaire au septum et à la paroi inférolatérale. Dans les autres cas, il nous semble préférable de faire les mesures sur l'image bidimensionnelle à l'aide de calipers. Quoi qu'il en soit, les mesures doivent être réalisées selon les recommandations internationales. Si la mesure de la masse ventriculaire gauche a été validée versus anatomie en utilisant la méthode de Penn, mesure effectuée du bord de fuite au bord d'attaque, il faut bien dire que cette méthode n'est pas utilisée en pratique courante, au profit de la méthode de l'ASE, du bord d'attaque au bord d'attaque. Les mesures habituellement réalisées sont l'épaisseur pariétale et la masse ventriculaire. L'épaisseur pariétale est mesurée au niveau du septum et de la paroi inférolatérale en diastole, la normale allant de 8 à 11 mm, avec des valeurs seuil d'hypertrophie ventriculaire gauche selon d'Evreux, rappelées dans le tableau suivant. L'épaisseur pariétale est un paramètre moins sensible que la masse ventriculaire gauche, car il ne tient pas compte de la taille du ventricule, alors que certaines hypertrophies ventriculaires gauche ne comportent pas d'hypertrophie pariétale, mais une simple dilatation ventriculaire gauche. La masse ventriculaire gauche est un paramètre plus précis que les épaisseurs pariétales brutes, car celui-ci tient compte non seulement de l'épaisseur des parois, mais également de la taille du ventricule. La formule la plus souvent utilisée est celle de l'ASE, rappelée ci-après. La masse ventriculaire gauche calculée selon la convention de Penn est bien corrélée avec l'anatomie, et cette méthode décrit l'hypertrophie ventriculaire gauche avec une sensibilité de 100% et une spécificité de 86%. La masse ventriculaire gauche normale est de 225 plus ou moins 18 grammes chez l'homme. Les valeurs seuil de l'hypertrophie ventriculaire gauche, selon d'Evreux, sont rappelées dans le tableau. Il faut rappeler les conditions de validité de calcul de la masse ventriculaire gauche en échocardiographie. Ventricule gauche non déformé, proche d'une ellipsoïde de révolution avec un diamètre petit axe égal à la moitié du grand axe, absence d'anomalie segmentaire de contraction, absence d'hypertrophie septale asymétrique. Rappelons que ces valeurs seuil correspondent à la moyenne plus 2 écarts types de la distribution observée dans une population témoin. Il faut aussi noter que le coefficient de variation de la mesure est de 10 à 15%, soit 20 à 30 grammes, si bien qu'il faut une variation de 20 à 30% de la masse ventriculaire gauche pour conclure à un changement significatif
chez un individu donné. L'épaisseur pariétale relative est habituellement obtenue en faisant le rapport 2 fois l'épaisseur de la paroi inférolatérale sur le diamètre télédiastolique du ventricule gauche. La normale est de 0,33 plus ou moins 0,006. Les valeurs seuil de l'hypertrophie ventriculaire gauche selon Devereux sont données dans ce tableau. Ce paramètre permet de préciser le type d'hypertrophie ventriculaire gauche, concentrique ou excentrique. Les limites de l'échocardiographie dépendent de la fenêtre échocardiographique, de la déformation de la cavité ventriculaire gauche, d'une hypertrophie septale asymétrique. Parmi les pièges, insistons également sur le risque de surestimer une épaisseur par une coupe trop oblique ou par l'enregistrement de structures parasites. Du côté du ventricule droit, la bandelette ensiforme. Du côté du ventricule gauche, des cordages ou bandelettes musculaires aberrants. Ou encore un mauvais réglage des gains. Signalons que la formule de Penn a été validée en imagerie fondamentale et que l'imagerie d'harmonique tend à surestimer la masse ventriculaire gauche. L'étude de Gano et d'Evreux, portant sur 125 sujets sains, témoins et 165 hypertendus non traités, s'est attachée à définir les différents aspects de l'adaptation du ventricule gauche à l'hypertension et à retrouver leur correspondance hémodynamique. 4 types adaptatifs sont ainsi définis. Chez 52% des patients, il n'y a pas de modification ventriculaire gauche, la masse ventriculaire gauche est normale, l'épaisseur pariétale relative est normale. Dans 8% des cas, il est retrouvé une hypertrophie ventriculaire gauche concentrique, associant masse ventriculaire gauche accrue et épaisseur pariétale relative supérieure à 0,44. Dans 27% des cas, il est retrouvé une hypertrophie ventriculaire gauche excentrique, associant masse ventriculaire gauche accrue et épaisseur pariétale relative inférieure à 0,44. Dans 13% des cas, il est retrouvé une hypertrophie pariétale pure, avec petite cavité ventriculaire gauche, épaisseur pariétale relative pathologique, sans augmentation de la masse ventriculaire gauche, appelée par ses auteurs remodelage ventriculaire gauche. La comparaison de ces données anatomiques avec les holters tensionnels et les données de l'hémodynamique non invasive font ressortir les faits suivants. L'aspect de cœur normal correspond à la surcharge en pression la plus modérée et intermittente. L'aspect classique d'hypertrophie ventriculaire gauche concentrique répond à la surcharge en pression la plus forte. C'est dans cette catégorie que se recrutent les masses ventriculaires gauches les plus élevées. L'hypertrophie excentrique se caractérise par une masse ventriculaire gauche et une contrainte systolique moins élevée que dans la forme précédente. Le ventricule gauche y est dilaté, à forme sphérique, avec fraction de raccourcissement normale. Les résistances périphériques et l'épaisseur pariétale relative sont normales. Le débit cardiaque est augmenté de façon significative par rapport aux autres formes de remodelage. L'hypertrophie pariétale pure possède, à l'opposé de la catégorie précédente, les ventricules gauches les plus petits, les résistances périphériques les plus hautes, un index cardiaque diminué. Les auteurs suggèrent que ce petit ventricule gauche est une conséquence d'une hypovolémie induite par une hypernatriurèse. Une 5e forme anatomique non mentionnée dans le travail de Gano est néanmoins fréquemment rencontrée. Il s'agit de l'hypertrophie ventriculaire gauche asymétrique et caractérisée par un rapport septum sur paroi ventriculaire gauche supérieur ou égal à 1,3. Sa prévalence est comprise entre 5 et 50% selon les études. Elle est de 18% dans la série récente de 118 hypertendus non traités de Goss. La population apparaît statistiquement différente au plan de l'âge et de la morphologie ventriculaire gauche, puisque cette forme est retrouvée essentiellement chez les sujets âgés à petit ventricule gauche
et dont l'hypertrophie pariétale porte électivement sur le septum et respecte la paroi inférolatérale, souvent parfaitement normale. Classiquement, la fonction systolique est conservée au repos dans la cardiopathie hypertensive compensée. L'altération de la fonction systolique témoigne d'une cardiopathie évoluée. Au repos, le pourcentage de raccourcissement du diamètre, la fraction d'éjection sont normaux, quel que soit le type de remodelage ventriculaire gauche, dans l'étude de Gano. Cependant, on sait que la fraction d'éjection est un mauvais indice de contractilité, car elle dépend, entre autres, de la pré- et de la post-charge. Nous disposons aujourd'hui de nombreux arguments qui plaident en faveur d'une altération de la contractilité quiescente dans l'hypertrophie ventriculaire gauche de l'hypertendu. Étude de la fraction de raccourcissement à mi-paroi, étude du Doppler tissulaire myocardique, diminution de la fraction de raccourcissement à l'effort, enfin, l'altération de la fonction systolique du ventricule gauche rencontrée dans l'hypertrophie ventriculaire gauche décompensée correspond à une élévation de contrainte pariétale et est le prélude à l'insuffisance cardiaque. La fonction diastolique est classiquement perturbée de façon précoce dans la cardiopathie hypertensive, parfois même avant l'apparition de l'hypertrophie ventriculaire gauche. Le profil de remplissage le plus fréquemment rencontré au début de l'évolution de la cardiopathie hypertensive est le type 1 d'Appleton, caractéristique d'anomalies de relaxation, et qui associe un allongement du trive, une diminution de l'onde E, un allongement du TD de l'onde E, une redistribution du flux en télédiastole vers l'onde A. Cependant, l'élévation des pressions de remplissage peut normaliser le flux mitral qui devient pseudo-normal. Devant un tel flux, pour démasquer les anomalies de remplissage, il faudra faire appel aux techniques aujourd'hui validées. Flux veineux pulmonaire, Doppler tissulaire, vitesse de propagation de l'onde de remplissage mitral au TM couleur. Les études de Framingham ont bien souligné que l'hypertrophie ventriculaire gauche représente un facteur de risque cardiovasculaire à part entière. L'étude de Coren et d'Evreux a évalué la signification pronostique de la masse ventriculaire gauche chez 280 patients avec hypertension artérielle essentielle non compliquée, avec un suivi moyen de 10 ans. Dans le groupe à masse ventriculaire gauche normale, la mortalité cardiovasculaire est nulle. Elle est de 3% dans le groupe à hypertrophie pariétale pure, 10% dans le groupe à hypertrophie excentrique, 21% dans le groupe à hypertrophie concentrique. Ainsi, masse ventriculaire gauche et géométrie ventriculaire gauche présentent une stratification du risque chez l'hypertendu. Les patients avec hypertrophie ventriculaire gauche concentrique doivent bénéficier d'un traitement particulièrement énergique. La réduction de la masse ventriculaire gauche sous antihypertenseur apparaît être un objectif du traitement. Rappelons cependant que compte tenu de la variabilité interobservateur de la mesure de la masse ventriculaire gauche, cette étude de régression de masse ventriculaire gauche n'a aucun intérêt à l'échelon d'un individu et ne peut s'appliquer qu'à une cohorte de patients. La notion de régression d'hypertrophie ventriculaire gauche a été confirmée avec toutes les classes d'antihypertenseurs, sauf les vasodilatateurs d'action directe. La régression de l'hypertrophie ventriculaire gauche sous antihypertenseur est généralement modeste, de l'ordre de 25 grammes, valeur proche de la variabilité de la mesure échographique. Coren et d'Evreux ont d'ailleurs montré que la réduction de l'hypertrophie ventriculaire gauche par traitement antihypertenseur est associée à un meilleur pronostic. Cette étude porte sur 166 hypertendus, suivis et traités en moyenne 10 ans, chaque patient ayant bénéficié d'au moins 2 échocardiographies dans le suivi, à 1 an et 5 ans. La masse ventriculaire gauche a diminué chez 87 patients, groupe 1. Elle a augmenté chez 79 patients, groupe 2. Les événements cardiovasculaires survenus dans les 5 ans suivant la deuxième échocardiographie sont de 16% dans le groupe 2
versus 6% dans le groupe 1, la différence étant hautement significative. Ce travail a été confirmé dans un autre travail plus récent de Verdecchia sur une cohorte de 430 hypertendus, dont 26% avec hypertrophie ventriculaire gauche, suivis pendant 3 ans. Au total, initialement phénomène compensateur, l'hypertrophie ventriculaire gauche s'avère rapidement délétère. À chiffre de tension artérielle comparable, l'hypertrophie ventriculaire gauche est donc un facteur de mauvais pronostic. Nous rappelons ci-après les conclusions de consensus de la Société française de cardiologie concernant les indications de l'échocardiographie.